Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Magnifique chanson de Marwan Khouri, Kammel Hayatak. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Comment se reconstruire après un échec financier? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Bonjour, monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour Manel, comment vas-tu? Très bien, et vous, tout se passe bien? Super, super, bien réveillé, en forme, mieux que la dernière fois, donc aujourd'hui on va faire de belles choses. Voilà. Et donc ça va être encore meilleur que la dernière fois. Mais bien sûr, avec toi c'est toujours meilleur. C'était déjà bien la dernière fois. Il faut vivre sa vie en crescendo. Je me dis toujours, il faut vivre sa vie en crescendo, c'est-à-dire le meilleur est à venir, toujours. Toujours le meilleur est à venir. Une fois on a compris ça, on avance le cœur léger. Monsieur Mohamed El Menjra, comment se reconstruire après un échec financier? C'est la suite, c'est la deuxième émission. La dernière fois, on avait vu pourquoi certaines personnes le vivent mal plus que d'autres. On a vu aussi pourquoi on a du mal à parler d'échecs et d'argent. Par rapport au réflexe de prendre des anxiolytiques, vous avez dit non, vous êtes plutôt contre, et les dangers de ne pas se prendre en main. Monsieur Mohamed El Menjra, la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, l'importance de la gestion des émotions en cas d'échec financier. On a déjà consacré une émission sur la gestion des émotions. On ne va pas aller dans les détails, mais si vous voulez juste nous rappeler l'importance de la gestion des émotions. Une entreprise, c'est d'abord 80% mental et 20% business. C'est d'abord dans la tête. Gérer un échec financier, c'est aussi comme gérer une réussite. Il faut y faire face, il faut gérer les aléas. Se dire que toute notre vie, on a été tellement obsédé par la conformité, et la perte de perdre est quelque chose qui est très forte chez l'humain. Et donc justement, quand on a cette sensation d'un échec qui est temporaire et qui doit être temporaire, on a ce sentiment de perte qui commence à prendre le dessus, et c'est ça qui est difficile. Donc il faut absolument, dans le cas et dans le cadre d'un échec financier, de prendre le temps de faire attention à ses émotions, prendre conscience qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent. Les émotions, il ne faut pas les ignorer, il faut travailler avec, surtout dans des périodes difficiles comme un échec financier. Et ce que vous avez dit aussi quand on a traité le sujet de la gestion des émotions, c'est que le problème ne vient pas de l'émotion en elle-même, mais plutôt de la façon de la gérer ou la gestion de cette émotion. Oui, c'est parce que les gens croient que les émotions arrivent à la personne. Ce n'est pas les émotions qui arrivent à la personne, c'est la personne qui va vers les émotions. C'est la personne qui choisit sélectivement. Un événement peut arriver, c'est moi qui choisis l'interprétation. C'est moi qui choisis comment je vais réagir face à cette situation. Je peux décider d'être indifférent, je peux décider d'être traumatisé, je peux décider d'être heureux, je peux décider d'être malheureux. C'est moi qui choisis. Donc nous sommes maîtres de nos émotions, et quand on sait ça, on se met en situation proactive et on prend la peine de se poser la question, attention, dans le cadre de cet échec financier, quelles sont les émotions qui remontent à la surface et qu'est-ce qui se passe? Et c'est seulement comme ça que l'on pourra surmonter cette phase très difficile dans notre vie. Si je comprends bien, monsieur Mohamed El Menjra, une émotion, il faut la vivre tout simplement au premier lieu, ne jamais être dans le déni ou alors fuir nos émotions. Oui, parce que chaque émotion est bonne. Chaque émotion a une utilité. Le danger, c'est de rester trop longtemps dans une émotion. Le danger, c'est de rester trop longtemps dans l'échec. On peut avoir de la peine, on peut avoir un moment de la tristesse, on peut avoir de la joie, on peut avoir de la vigueur. Donc, comprendre ces émotions et les vivre, c'est parfaitement sain. On ne peut pas être des robots, toujours être en train de sourire, tout va très bien, comme on ne peut pas être triste toute notre vie. Le danger, c'est quand les gens s'attardent trop dans une émotion, plutôt que de tourner la page et de passer à autre chose. Comprendre ses émotions, faire avec ses émotions, jouer avec ses émotions, et si on peut le dire ainsi, manipuler ses propres émotions en interne
pour une meilleure vie. Magnifique. Alors, quand il y a échec, Monsieur Mohamed Menjra, échec financier ou licenciement, il y a forcément ce regard des autres, le regard des autres qui est, on va dire, qui pèse assez lourd. Le travailleur devient chômeur, l'entrepreneur revient à son point de départ. Comment affronter le regard des autres? Et des fois, il y a même, excusez-moi, il y a même des personnes qui s'isolent complètement pour ne pas justement vivre ou voir ce regard. Alors là, ça dépend où vous mettez votre priorité. Si votre priorité lors d'un échec financier, c'est le regard des autres, c'est pas la bonne priorité. La priorité numéro 1 lors de votre échec financier, ce n'est pas le souci du regard des autres, c'est comment rebondir le plus rapidement possible. Votre énergie, elle doit aller dans comment rebondir. Vous devez aussi vous dire qu'au moins vous avez eu le mérite d'essayer et d'entreprendre. Parce qu'après tout, la majorité des gens vivent des vies médiocres et n'essayent rien. Magnifique. Et on l'avait déjà dit la dernière fois, il y a cette pression sociale aussi, Monsieur Mohamed Menjra, qui empire les choses. Croire que à tel âge, il faut déjà avoir une maison, on l'a déjà dit. On le répétera jamais assez, on peut jamais se comparer aux autres. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien parce que chacun a son parcours, chacun a son vécu. On voit des gens qui ont de très beaux parcours dans leur vie, ils arrivent des fois à un âge, 40, 50 ans, il y a quelque chose qui arrive et puis soudainement ils tombent. Il faut être capable de rebondir. Il n'est jamais trop tard pour rebondir, il n'est jamais trop tard pour se reconstruire et il n'est aussi jamais trop tôt pour démarrer un projet. Ça aussi, il ne faut pas arrêter de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent « je suis encore trop jeune, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez expérimenté pour démarrer ce projet ou entreprendre cette chose qui est importante dans ma vie ». Mais le danger de vouloir toujours choisir le timing parfait, c'est que vous finissez par ne rien faire. Donc il n'est jamais trop tard pour démarrer un projet et il n'est jamais trop tard de rebondir d'un échec. Magnifique. Alors, je vais juste rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Aussi, Monsieur Mohamed Menjra, par un moment, on a notre entourage qui s'évapore. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait reçu ce message d'un auditeur qui disait que même sa femme l'a quitté. Que se dire quand on voit l'entourage partir petit à petit? Parce que du jour au lendemain, on devient, on va dire, chômeur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un sentiment de honte qui s'installe. On a honte de notre échec, on a honte de ce qu'on est devenu, ce qui ne doit pas être une bonne chose. Parce qu'après tout, il n'y a aucune honte. Se dire tout simplement que ceux qui n'ont jamais échoué sont des gens qui n'ont jamais essayé. Et il y a une phrase que j'adore qu'avait dit un ancien président américain, Theodore Roosevelt. Il disait « Le mérite revient à celui qui est dans l'arène, à celui qui se bat, à celui qui s'accroche, qui échoue et qui échoue. » Parce qu'au moins, lui, quand il échoue en essayant pour que sa place ne soit jamais avec tous ces gens médiocres qui n'ont jamais rien essayé dans leur vie. Finalement, laisser partir les gens qui veulent partir, tout simplement, et ne pas se concentrer sur ces gens-là. Voilà. Parce qu'on est entouré par la médiocrité, on est noyé par la médiocrité, et cette médiocrité qui est autour de nous est toujours là à épier et à guetter les gens qui échouent, parce que cette médiocrité elle-même ne veut rien entreprendre. Donc dès que vous tombez, tous les regards sont vers vous, mais dites-vous bien, si ces regards sont vers vous, c'est pas parce que vous devez avoir honte, c'est parce que les gens autour de vous sont médiocres. Au contraire, ne perdez jamais confiance en vous-même. Vous êtes des gens extraordinaires, vous n'êtes pas vos problèmes, et c'est juste une question de temps avant de pouvoir rebondir et reconstruire et repartir pour le meilleur avenir. Magnifique. Et aussi, pour rappel, la dernière fois, vous avez parlé de cette crainte, la crainte du rejet. Magnifique, Monsieur Mohamed Menjra. Alors, faut-il valoriser l'échec? Est-ce que vous avez, par exemple, je sais que vous avez carrément écrit un livre, vous, Monsieur Mohamed Menjra, concernant ce sujet. Faut-il valoriser l'échec? Par exemple, si on prend les écoles. Dans les écoles, Monsieur Mohamed Menjra, quand les feuilles les examens sont corrigés, l'échec est souligné en rouge. C'est grave de souligner l'échec en rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des cultures.
Moi, j'ai étudié pendant 7 ans en Amérique et je peux vous dire que la différence entre le système anglo-saxon et le système, je dirais, européen classique, continental européen, c'est qu'en Europe, l'échec n'est pas valorisé. L'échec doit être valorisé, l'échec doit être apprécié, l'échec doit être encouragé. Parce qu'après l'échec viennent souvent des triomphes exceptionnels. On a toujours tendance à croire que parce qu'on voit que quelqu'un a réussi, que dans sa vie, il n'a jamais échoué. Même les plus grands entrepreneurs, même les gens qui ont accompli des choses extraordinaires, ont échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois et encore plus. Et donc c'est ça qui fait la force du système anglo-saxon, c'est que quand quelqu'un échoue, on l'encourage à pouvoir rebondir et repartir, et au contraire, on ne l'accable pas de son échec. Quand on voit, je peux donner 1 ou 2 exemples qui sont très connus, le regretté Steve Jobs qui avait fondé Apple, quand il avait commencé et qu'il cherchait un travail chez Atari et chez HP, on a refusé de lui donner un travail. Personne ne voulait le faire travailler. On voit ce qu'il est arrivé. Quand on voit que les gens qui ont créé Airbnb, la chaîne, le concept de location d'appartements, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer le loyer. Ils allaient être renvoyés de leur appartement. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen. Et ils ont fait une annonce de leur appartement qui était en location. Ils ont loué une chambre dans le cas de leur appartement. Mais ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans une situation financière précaire. Donc, n'oubliez jamais que quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est que derrière, il y a toute une série d'échecs. Donc, on doit, dans notre éducation, arrêter de souligner les échecs en rouge, arrêter de montrer l'échec, parce qu'on se focalise. Est-ce qu'on est en train de se focaliser dans le cadre de l'éducation de nos enfants et de nos générations montantes? Est-ce qu'on se focalise sur comment construire, ou plutôt comment éviter les erreurs? Mais quand on est concentré sur éviter les erreurs, on n'encourage pas la créativité et la création. L'échec fait partie de la vie. Et je vais donner un dernier exemple, c'est L'Alchimiste, le livre exceptionnel de Paul Coelho. La première fois, quand il l'a envoyé chez son éditeur, il lui a dit « Ton livre ne va jamais se vendre ». Ils en ont tiré 900 exemplaires. Pendant plusieurs mois, le livre n'arrivait pas à se vendre. Aujourd'hui, le livre s'est vendu à 65 millions de copies. Mais parce qu'il s'est accroché, parce qu'il a persévéré. Moi, je dis à tout le monde, accrochez-vous et persévérez. Vous allez y arriver. C'est Paulo Coelho, Monsieur Mohamed Menjra, c'est un écrivain brésilien. Il a fait les plus grands succès, des best-sellers, des livres incroyables. J'ai déjà eu la chance de lire certains de ses livres, c'est juste magnifique. Alors vous avez parlé, avant de prendre ce message, de Sarah sur Instagram qui nous raconte son expérience. Vous avez parlé de culture, vous avez dit ce n'est pas la même chose dans tous les pays. On va parler de culture dans certains pays sans citer de nom. J'avais écouté un artiste parler de la presse. Dans un pays arabe, il disait quand je fais un succès ou quand je réussis un travail, je dois payer la presse pour qu'ils en parlent. Et bien il a dit, mais quand j'échoue, j'ai pas besoin de payer. Tout le monde en parle et copier-coller sur toutes les pages et les journaux. Pourquoi on souligne comme ça autant l'échec et pourquoi culturellement dans certains pays c'est si, on va dire médiocre? Parce que l'échec se vend bien. Oh. L'échec passe bien. Si on venait à raconter que tout va bien chez quelqu'un, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi on cherche à lire et à savoir les échecs des autres? Parce que ça nous rassure dans nos insécurités. Oh. Moi, je n'ai pas réussi. Regarde lui, il a encore moins réussi que moi. Moi, j'ai des problèmes dans mon couple. Ils ont divorcé. Au moins, moi, je ne suis pas divorcé. Parce que ça dépend à quoi on se compare. Ça dépend où on place la barre. Où sont nos standards? Dans une culture qui pousse à la création, à l'évolution et à la croissance, on se compare aux meilleurs et on fait attention à ce que font les meilleurs. Dans une culture où il y a la médiocrité, on passe notre temps à se comparer aux échecs et aux choses que les autres n'ont pas pu accomplir. C'est pour ça que dans nos cultures, malheureusement, l'échec se vend très bien.
Mais c'est quand même grave ce que vous dites. Vous dites, ça nous rassure. Donc le problème, c'est nous, au fond, Monsieur Mohamed El Menjra. Le changement commence de nous, en fait. Moi, je le dis, je le répète souvent sur les réseaux sociaux, quand on parle de mauvais buzz, je dis, mais pourquoi alors vous ouvrez ces articles? Pourquoi vous laissez des commentaires négatifs ou positifs? On alimente ces journaux qui ne font que empirer les choses, on va dire. Parce que l'être humain pense en relatif. Regarde lui dans quelle situation il est. Au moins, moi, je ne suis pas comme ça. Ça le rassure dans sa médiocrité. Ça le rassure dans sa médiocrité. J'adore cette phrase. Ça le rassure dans sa médiocrité. Alors, je vais lire le témoignage de Sarah, magnifique témoignage de Sarah sur Instagram. Bonjour Manel, merci de me mettre un peu de soleil ce matin. Il pleut ici et fait gris. Merci beaucoup Sarah. Alors, elle dit, j'ai fait un burn-out en 2014, mais je m'en suis remis en 2 ans et demi pratiquement toute seule avec la médecine traditionnelle et le Coran, que j'écoutais tous les jours. À la suite de ça, j'ai suivi une formation qui m'a permis de trouver un travail rapidement et qui m'a aidé à reprendre confiance en moi et élaborer un projet professionnel que je suis toujours occupée à préparer. Magnifique Sarah, je vous souhaite bonne chance. Alors, elle dit 2 ans et demi, Monsieur Mohamed El Menjra, c'est très bien si après 2 ans et demi, elle est arrivée à rebondir, mais 2 ans et demi, c'est pas un peu beaucoup? Malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. Ce qui est important, c'est que cette personne-là a eu le courage de prendre la décision de vouloir rebondir. Elle a eu le courage de se dire « je ne vais pas être accablée par mon échec ». Elle a eu le courage de comprendre que son échec était temporaire. Le plus important, qu'elle ait rebondi. Il y en a qui arrivent à le faire en 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, un peu plus, malheureusement. Mais l'important, c'est de rebondir. Donc, alors... Et elle doit être fière d'elle. Et elle a sorti sa meilleure personne. Elle a eu accès à sa meilleure personne. Et en tout cas, elle a beaucoup de mérite. Alors moi, ce que je retiens du message de Sarah, c'est que 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, le plus important, c'est qu'elle s'en sort toute seule, elle dit toute seule. Donc, Exactement. Magnifique, Sarah. Félicitations. Encore beaucoup de questions, Monsieur Mohamed El Menjra, mais si vous permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Comment se reconstruire après un échec financier? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour Madame Manel, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors j'ai reçu un magnifique message, mais magnifique témoignage de Reda sur Instagram. Il dit, je travaillais comme comptable dans une société. Il a cité le nom de la société, mais je ne le citerai pas à l'antenne. Il dit, j'ai été licencié et ça a changé ma vie. Depuis, j'ai suivi une formation de pâtissier. Ça a toujours été ma passion. J'avais honte de le faire avant, devant ma famille et mes amis, car j'avais fait des études supérieures en comptabilité. Finalement, je remercie mon ex-employeur de m'avoir licencié. Je suis enfin ce que je voulais toujours être, un pâtissier. Excellent, excellent. Il faut comprendre que les choses, vous ne subissez pas les événements. Les événements arrivent parce qu'ils vous rendent service. Les événements arrivent parce qu'ils ont des leçons. Et c'est ce qu'il a fait, ce comptable. Il a utilisé cet événement, il l'a tourné à son avantage. Il a démarré son projet de pâtissier. Il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Et là, vraiment, il a mis en pratique ce que vous avez dit. Les événements qui nous arrivent, tout dépend de notre lecture, en fait, des événements et de notre perception des choses. 2 personnes peuvent vivre un échec. Un, il va bien le vivre parce qu'il a une bonne lecture des événements et l'autre pas. Et là, je trouve qu'il a eu une excellente lecture des événements. Il a toujours voulu être pâtissier. Finalement, il s'est dit, tiens, c'est l'occasion, pourquoi pas un licenciement, c'est magnifique. Ça, il y a une phrase en anglais qui le dit très bien, même la traduction est un petit peu difficile. Life happens for you, not to you. Les événements dans la vie qui arrivent ne sont pas des choses qui vous accablent, mais les événements qui arrivent dans votre vie sont dans votre intérêt, sont dans votre avantage. Donc, il y a des moments où certaines choses nous arrivent dans la vie, où on croit que c'est la fin du monde, et avec un peu de recul, on réalise
que c'est les meilleures choses qui nous soient arrivées dans notre vie. Donc c'est cette idée d'être proactif. Un échec, quelque chose qui ne va pas, c'est le début de quelque chose. Parce que malheureusement, des fois, la vie crée, mais pour créer, il y a une destruction quelque part avant de pouvoir créer quelque chose de meilleur. Et cette destruction, des fois, c'est un échec financier, c'est un moment difficile dans notre vie. Et c'est magnifique. Donc, la vie, si je comprends bien, la vie ne nous donne pas ce qu'on a envie, mais ce qu'on a vraiment besoin pour grandir. Exactement. Voilà, exactement. Et au moment où on l'a, on croit que c'est mauvais, on croit que c'est pas la bonne chose, mais avec le temps, on se dit heureusement que cette chose-là est arrivée. Dans le cas de cet auditeur, heureusement pour lui que la meilleure des choses qui lui soit arrivée dans sa vie, c'est être renvoyé de son travail. Donc quand on prend cette phrase toute seule et on dit la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'être renvoyé de mon travail, les gens vont vous dire mais c'est du n'importe quoi. Non, c'est pas du n'importe quoi parce qu'il a réussi à tourner cet événement à son avantage. Et c'est ça la force des gens qui accomplissent des choses extraordinaires dans leur vie, c'est de prendre n'importe quel événement et de le tourner à votre avantage. Magnifique. Chaque fin annonce un nouveau départ. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, je crois que c'est très important de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand il y a un trauma causé par un échec. Pourquoi? C'est pour comprendre pourquoi c'est si difficile de rebondir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans le cerveau? D'accord. On va faire un petit peu un retour en arrière. Quand l'être humain a été créé il y a plusieurs millions d'années, la première ligne, en quelque sorte, dans le logiciel qu'il y a dans notre cerveau, c'était « tu ne dois pas être rejeté ». Parce que pour l'humain, être rejeté, c'était aller à l'inconnu, sortir du village, être confronté à des monstres à l'extérieur du village. Donc nous, bon, bien sûr, l'humain a évolué depuis plusieurs millions d'années, son cerveau s'est développé, la créativité, tout un ensemble de choses, mais on a gardé à l'intérieur de nous-mêmes ce réflexe primaire qui est de survivre. Et pour survivre, il faut ne pas être rejeté, parce qu'être rejeté par les autres, on va se retrouver dans l'inconnu et on va souffrir. Donc, c'est pour ça que la chose la plus dure chez l'humain aujourd'hui et qu'il doit apprendre à maîtriser, c'est cette peur d'être rejeté. Parce que beaucoup de gens sont obsédés par cette peur d'être rejeté et veulent justement tout faire pour appartenir au groupe. Et ils considèrent, et ça c'est l'erreur, ils considèrent qu'un échec va faire que les autres vont nous rejeter. Mais personne ne peut vous rejeter. Vous faites partie de la planète, vous faites partie de la race humaine. Et donc, ne comprendre qu'un échec n'est pas un rejet. Un échec, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné comme anticipé. Et donc, vous devez surmonter cette peur du rejet. La deuxième des choses qui est aussi importante, c'est que quand il y a un échec et cette peur du rejet s'installe, la peur, de façon générale, prend le dessus. Les sécrétions de l'hormone cortisol avec L à la fin, qui est l'hormone du stress, elle augmente. Ces sécrétions augmentent, accentuent l'adrénaline, notre cœur bat très fort et soudainement, on se retrouve dans une situation où l'on pense qu'on a perdu le contrôle de notre vie. On se sent donc automatiquement menacé. On active nos mécanismes de défense. Et là, on peut devenir violent et agressif envers les autres et nous-mêmes. Et dans le cadre, justement, de ces mécanismes de défense, dans cet état-là, quand on est très mal, on cherche à voir l'échec des autres, on cherche à se comparer aux autres qui ont échoué, plutôt que de faire la bonne chose, qui est de s'inspirer des gens qui ont réussi, d'apprendre, de se dire, voilà comment je peux devenir meilleur à cet échec. Donc c'est cet enchaînement d'événements au niveau de notre tête, au niveau des pensées, mais c'est nous qui choisissons ces pensées qui peuvent des fois, au niveau de notre cerveau, vraiment nous accabler et nous mettre dans des situations très critiques. Magnifique. Bonjour à Amel et Rose sur Instagram. Je vous remercie pour vos messages. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Monsieur Mohamed Menjra, permettez-moi de vous lire ou faire un petit résumé d'un article que j'ai lu sur Internet. Donc, il dit que, selon Pierre Philippot, c'est un professeur de psychologie clinique à l'UCL Louvain. Donc, lui, il est spécialiste dans les troubles émotionnels. Il parle de traces qui ne s'effacent jamais. Donc, le trauma causé par l'échec laisse des traces dans le cerveau qui ne s'effacent jamais. Et ces traces se logent dans une des zones les plus anciennes du cerveau. Ça s'appelle l'amygdale. Ce n'est pas les amygdales de la gorge, hein, c'est autre chose. Donc, Monsieur Mohamed Menjra, finalement,
je suis guérie, j'ai peut-être travaillé sur moi-même, j'ai peut-être rebondi, mais c'est tout à fait normal de garder cette angoisse à l'intérieur de nous. Quand il y a une situation similaire, c'est normal de ressentir de l'angoisse. Donc on ne peut pas se dire j'ai surmonté ces problèmes à jamais, les traces seront toujours là. Chaque émotion a sa valeur. L'avantage d'avoir une trace, c'est que cette trace peut nous pousser à devenir meilleurs. Magnifique. Cette trace peut nous pousser à aller de l'avant. Il faut tout simplement savoir que chaque événement a une charge émotionnelle. Il faut utiliser cette charge émotionnelle à notre avantage. Et beaucoup de gens ont réussi à cause de la rage. La rage et l'envie de vouloir, on le dit aussi en français, la niaque, de vouloir accomplir des choses extraordinaires. Parce que souvent, cette rage et cette niaque a comme origine un échec cuisant qui est arrivé dans le passé. Donc, il n'y a aucun problème. Oui, il y a des traces, mais l'important, c'est d'aller de l'avant et de construire notre rêve et d'y arriver à la fin. Magnifique, parce que vous dites l'avantage d'avoir une trace. Finalement, même les traces émotionnelles ou dans le cerveau que laissent les traumas ont des avantages. Tout, Monsieur Mohamed Majra, dans la vie, a des avantages, en fait. Oui, chaque émotion a une valeur. Il n'y a aucune émotion qui, en elle-même, est mauvaise. Les gens, ils croient qu'il y a un paquet d'émotions qui sont bien, que l'on doit avoir, et il y a un paquet d'émotions qu'on doit avoir. La colère a sa place dans un contexte. Un boxeur sur le ring, il ne peut pas rentrer avec l'amour de l'autre. Il doit rentrer avec une haine, avec une rage. Effectivement, c'est magnifique. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir gagner son combat. Donc chaque émotion a un contexte, chaque émotion a une valeur. Et quand on apprend à utiliser nos émotions en fonction du contexte dans lequel on évolue, là on devient des gens extraordinaires. Alors, on ne peut pas parler de mauvaises et bonnes émotions, mais est-ce qu'on peut parler d'émotions désagréables ? Des fois, on doit passer par des émotions désagréables. Quand on veut construire quelque chose, on ne peut pas avoir que des émotions agréables. Quand on travaille sur un projet, quand on bosse 15-16 heures par jour, quand on va au travail alors qu'on n'a pas envie, être patient, s'accrocher, construire un projet ou rebondir d'un échec, il n'y a pas que des choses agréables. Dans la vie, il faut vous dire une chose, il ne faut pas choisir ce qui est agréable, il faut choisir ce qui est dans votre intérêt. Si dans mon intérêt, c'est de faire quelque chose qui, pendant un moment, est désagréable, ben on va la faire. On n'est pas là pour choisir que ce qui est agréable. Magnifique, Monsieur Mohamed Majra. Vous êtes spécialiste en transformation rapide et expert en hypnose. La question que j'ai envie de vous poser, c'est le rôle de l'hypnose pour surmonter le trauma causé par l'échec. Mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve après cette magnifique chanson d'Amr Diab. Elle me manquait cette chanson. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Majra, spécialiste en transformation rapide. Comment se reconstruire après un échec financier. Rebonjour Monsieur Mohamed Majra. Oh, bonjour Manel. Alors, coach Awatif Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie que j'ai déjà reçu dans cette émission. Elle m'a envoyé un message sur Instagram. Elle dit « Oui, c'est dans notre parcours, on rencontre des choses désagréables qui nous font sortir de notre zone de confort. C'est comme ça qu'on sait qu'on avance. » Magnifique, merci beaucoup Awatif. Monsieur Mohamed Majra, un message aussi sur Instagram d'un auditeur qui me demande de ne pas citer son prénom. Il dit « J'ai été licencié, je n'ai pas le droit aux allocations de chômage, aucun revenu, un loyer à payer, comment voir le bon côté des choses difficiles. » Qu'est-ce que vous avez à lui dire, s'il vous plaît? C'est très désagréable, c'est très difficile, il y a une pression. Il faut avoir la foi à l'intérieur de vous-même, que vous êtes beaucoup plus que vos problèmes et que dans quelques années, vous allez parler de cette phase et vous allez en sortir meilleur. Il faut s'accrocher. C'est pas facile, mais la vie des fois, c'est des tests, c'est des épreuves, c'est des choses pour que l'on devienne meilleur. On ne peut pas comprendre tout ce qui nous arrive, mais par contre, on peut se dire comment je peux sortir meilleur suite à tout ce qui m'arrive. Awatif, elle parle de zone de confort. Ce que j'ai envie de dire à cet auditeur, puisqu'il n'a pas droit à ses allocations de chômage, c'est vraiment ça, sortir de sa zone de confort. Des fois, en Belgique, en travaillant et en étant en chômage, on a le même revenu. Des fois, on n'a pas vraiment envie de travailler. Du coup, j'ai envie de lui dire, vous n'avez pas le droit aux allocations de chômage. À partir de demain, cherchez une formation, essayez d'avancer. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Travaillez
travaillé dur pour faire votre petit projet. Il y a beaucoup de subsides en Belgique, on peut avoir beaucoup d'aide. On n'imagine même pas à quel point on est épaulé pour construire ou alors se lancer en Belgique. Foncez, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Monsieur Mohamed El Menjra, comment le trauma ou l'angoisse peuvent m'empêcher de rebondir? Alors moi, j'ai compris dans quelle mesure ça m'empêche, mais ce qui m'intéresse, c'est vous êtes expert en hypnose, d'accord? Est-ce que je peux venir, par exemple, j'ai un traumatisme causé par un échec ou autre. Comment l'hypnose peut m'aider à surmonter ce traumatisme? Alors, dans l'accompagnement que je fais, je travaille deux aspects. Je travaille le conscient et le subconscient. Le conscient, bien sûr, il y a une discussion, on rassure la personne, on apprend à lui donner confiance, on travaille l'estime de soi. Parce que les deux premières victimes d'un échec financier, c'est la perte de confiance en soi et la perte de l'estime de soi. Donc, il faut reconstruire ces deux choses-là. Et quand on va les reconstruire, on va les travailler au niveau du conscient, on va échanger, on va partager, on va rassurer la personne et on va travailler cette reconstruction de la confiance en soi et de l'estime de soi au niveau du subconscient à travers l'hypnose. Et qu'est-ce qu'on fait en hypnose? On relâche la charge émotionnelle qui est associée à l'échec. Chaque événement qui arrive, il a une charge émotionnelle. Quand cette charge émotionnelle, on parlait tout à l'heure de traces, est faible et gérable, la vie continue. Quand elle est trop forte, ça nous paralyse. Donc cette personne-là, elle a besoin de se soulager mentalement de cette charge émotionnelle. Et avec l'hypnose, on arrive à la détendre, à soulager la personne de cette charge émotionnelle pour que l'événement qui est arrivé peut rester un souvenir, reste un souvenir et on peut aller de l'avant. Comme un traumatisme, c'est en quelque sorte une sorte de syndrome post-traumatique que les gens subissent quand ils vont à la guerre ou quand ils connaissent des moments de violence dans leur vie. Un échec financier peut avoir aussi la même charge émotionnelle que ce genre d'événement. Et donc, l'hypnose va permettre à la personne de se soulager, de pouvoir tourner la page beaucoup plus rapidement. Parce que travailler qu'avec le conscient, en faisant la morale à la personne, en lui disant « arrête, tout va s'arranger », ça, ce sont de belles phrases, elles ont leur place, mais ce n'est pas assez pour que la personne puisse tourner la page. Magnifique. Coach Awatefel a réagi à ce message, au message de cet auditeur. Donc, elle dit, il doit chercher le cadeau caché derrière son licenciement. Magnifique. Toujours chercher les cadeaux cachés derrière les événements. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, l'hypnose. Je vais revenir au trauma, si vous permettez. J'ai, par exemple, un angoisse causée par un trauma. Allez, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est la première fois que je dis à l'antenne, j'ai l'angoisse des boîtes aux lettres. J'ai été traumatisée par les boîtes aux lettres. C'est-à-dire que pour aller consulter ou ouvrir ma boîte aux lettres, c'est un vrai traumatisme pour moi. J'y vais une fois toutes les 2 semaines et quand j'y vais, j'ai un vrai angoisse. Parce qu'une fois, j'avais reçu une très, très mauvaise nouvelle via une lettre. Donc, personne ne peut comprendre ça, mais moi, quand je vois les lettres, ça me fait peur. Et des fois, ça me prend aussi beaucoup de temps pour répondre aux emails. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi avec vous, monsieur Mohamed El Menjra, je communique par WhatsApp. Or, normalement, je dois communiquer par mail. Je ne peux pas voir cet émoticône de mail, ça m'angoisse. Est-ce que si je suis, par exemple, une séance ou quelques séances d'hypnose, ça peut m'aider, on va dire, à surmonter cette angoisse à chaque fois quand je vois les lettres ou les boîtes aux lettres ou tout ce qui est lié aux lettres? Oui, parce que avec l'hypnose et dans le cadre de la méthode que moi j'utilise, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'hypnose, l'hypnose régressive, on revient dans le temps, on ressort les souvenirs qui ont déclenché cette peur de la boîte aux lettres. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre en plus de la boîte aux lettres. Et dans la séance d'hypnose, on fait un voyage dans le temps, on pose des questions, et souvent, dans beaucoup de cas, on remonte à des souvenirs à l'âge de 3 ans, 4 ans, des choses qui se sont passées, des choses qu'on a observées, et en quelque sorte, on clôture ces dossiers. C'est comme une plaie qui reste ouverte, et vous transportez cette plaie. L'événement est arrivé dans votre enfance, il a eu une décharge émotionnelle énorme, cette décharge émotionnelle vous a fortement impacté. Le problème, c'est que vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez pu accomplir des choses extraordinaires dans votre vie, mais la plaie est toujours ouverte. Donc avec l'hypnose régressive, en revenant dans le temps, on clôture ces dossiers, on décharge émotionnellement ces événements qui dans le passé nous traumatisaient, et ce n'est seulement que comme ça qu'on peut tourner la page. Moi, je fais chaque année à peu près 150 séances d'hypnose et je peux vous dire que je vois de tout. J'ai même eu le cas d'une personne qui a ce qu'on appelle la dysphorie des règles.
C'est-à-dire, chaque mois, c'est une condition psychiatrique, chaque mois, quand elle a ses règles, pendant une semaine, la personne ne fonctionne pas. Elle est mal, elle est énervée, elle ne travaille pas, elle ne parle à personne. Moi, je ne parle pas d'une personne qui a un moment difficile les premiers jours de ses règles. Donc, c'était vraiment une incapacité, un handicap. Et avec l'hypnose, en une seule séance, on a compris l'origine. Parce qu'avec l'hypnose, et la force de l'hypnose, c'est de comprendre quand est-ce que ça a commencé. Dans ton cas, la boîte aux lettres, c'est de comprendre tous les événements qui ont amené au fait que tu as ce traumatisme par rapport aux boîtes aux lettres. L'avantage de l'hypnose, c'est que c'est quelque chose qu'on peut en une ou deux séances faire, au lieu d'aller en thérapie pendant des années, parler, et qu'on ne sait pas l'origine. Magnifique. Donc, toujours se donner aussi le temps, Monsieur Mohamed Medjra, pour revenir à notre sujet, comment surmonter un échec financier, se donner le temps aussi d'accepter les choses, de vivre ses émotions, ne pas se dire non, demain je dois aller mieux et mettre cette pression-là. Non, si je vais mal, je dois me donner un petit moment, comme vous avez dit, pas une éternité, mais un petit moment pour vivre ses émotions, le temps d'accepter les choses. Si on est toujours dans la résistance, rien n'avancera. Oui, il y a une période pour faire son deuil, il y a une période pour... on a eu un échec, on fait le point, on prend le temps de réfléchir sur ce qui est arrivé, on prend le temps d'apprendre de ce qui est arrivé. Et le plus important, c'est surtout de se dire, il est où mon nouveau focus? Mon focus, c'est grandir. Mon focus, c'est d'aller de l'avant. 90% de votre énergie, elle doit être dans la solution et seulement 10% dans le problème. Les gens, ils font le contraire. 90% de leur énergie, elle est dans le problème, ils restent dans le problème, ils s'accablent du problème, ils parlent du problème, alors qu'au contraire, votre énergie, elle doit être dans la solution, dans rebondir, dans s'en sortir. Oui, il y a une phase où vous devez faire votre deuil, mais il faut très rapidement tourner la page et aller de l'avant et se reconstruire. Alors, Monsieur Mohamed Medjra, un message de Mehdi sur Instagram apparemment. Bon, je vais... Clairement, il confond en fait l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Monsieur Mohamed Medjra est spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose thérapeutique et non pas l'hypnose de spectacle. Parce que c'est vrai, Monsieur Mohamed Medjra, on voit beaucoup de choses à la télé par rapport à l'hypnose de spectacle. On pense que l'hypnose thérapeutique, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement la différence, s'il vous plaît ? L'hypnose thérapeutique est reconnue par la médecine. Elle existe depuis plusieurs siècles. Tous les grands médecins ont utilisé l'hypnose. Même en anesthésie, Monsieur Mohamed Medjra. Oui, on arrive à anesthésier avec hypnose, on arrive à faire des choses extraordinaires. Maintenant, ce que vous voyez dans un spectacle, c'est comme un magicien qui découpe une femme en deux. Il y a des effets spéciaux, c'est exagéré. Il y a des gens dans l'audience qui sont payés, qui travaillent avec la personne qui fait l'hypnose. C'est un show. C'est un show, ça a son charme, ça a son plaisir. Si c'est pour se distraire, c'est une chose. Mais si c'est pour un accompagnement thérapeutique, c'est autre chose. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Medjra. Encore beaucoup de questions, mais j'arrive déjà à la fin de cette émission. Si vous permettez, on va continuer ce sujet mardi prochain. Avec le plus grand plaisir. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.